En tant que représentant et président de la Société marocaine de santé digitale. Alors, avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien donner un petit aperçu sur notre Société Savante. C'est une association à but non lucratif qui a comme but et objectif principal la promotion et la valorisation de la recherche scientifique et surtout l'ouverture sur le milieu industriel. Alors, on a organisé plusieurs événements et congrès internationaux indexés Scopus et WebScience, plusieurs formations continues en faveur d'environ 1600 bénéficiaires. Alors, il a été convenu de présenter une présentation concernant la santé digitale et son rôle pour assurer un accès équitable aux soins. Alors, pour l'accès équitable aux soins, on peut dire qu'il y a deux définitions. La première, elle est générique, elle est stratégique. Et selon l'OMS, un accès équitable aux soins, c'est donner la possibilité aux citoyens d'accéder aux soins sans se heurter dans la pauvreté. Et la deuxième définition, elle est plutôt médicale et scientifique, c'est d'avoir des équipements adaptés, personnalisés, individualisés selon les besoins des malades. Et on va exposer le rôle de la santé digitale et l'intelligence artificielle dans ce domaine de compétences. Alors, la santé digitale, elle gagne de plus en plus d'ampleur lors de ces dernières années. Lors de la 71e Assemblée générale de l'OMS, il a été convenu de mettre en place un système sanitaire universel pour assurer un accès équitable aux soins. Et lors de la 72e Assemblée, il a été décidé de mettre la santé digitale et les solutions innovantes technologiques pour accompagner ce chantier-là. Et il a été recommandé de créer une unité pour accompagner les pays émergents qui veulent assurer également la couverture sanitaire universelle. Et c'est dans ce cas-là que l'OMS a créé le premier département de santé digitale et d'innovation. Alors le rôle de ce département, c'est tout d'abord accompagner les pays émergents qui veulent instaurer une culture plutôt c'est pas juste une culture, mais une stratégie de mise en place d'une couverture sanitaire universelle et d'étudier les spécificités des cycles de chaque pays pour les accompagner et créer des canaux de communication pour la mise en place d'une stratégie de santé digitale adéquate à chaque pays. Alors, quand on parle de santé digitale, on peut dire que c'est un écosystème qui rassemble plusieurs disciplines, plusieurs solutions technologiques, en commençant par les systèmes d'information hospitaliers. Quand on parle d'un système hospitalier, il faut prendre en considération le problème d'interopérabilité des systèmes hospitaliers au Maroc, mais également le problème de stockage de données, également le problème de cybersécurité. Le dossier médical partagé joue également un rôle primordial dans le domaine de la santé pour rassembler les données. Il y a des solutions de santé 2.0, d'Internet of Things, de télémédecine, et également des solutions de la réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte pour assurer des cours pour les médecins et assurer des opérations chirurgicales à distance. Un médecin au Japon peut assurer une opération chirurgicale de pointe dans un autre pays du monde. Et l'intelligence artificielle, je peux dire qu'elle est transversale et qui peut être appliquée à l'ensemble de ces domaines de compétences. Alors, l'intelligence artificielle pour trouver des traitements personnalisés pour la prédiction et le diagnostic. Alors, quand on parle de l'intelligence artificielle, la promotion de l'intelligence artificielle est due à l'évolution technologique, surtout des systèmes de calcul performants
et des systèmes également de stockage de la donnée. Alors on peut dire que le moteur de l'intelligence artificielle, c'est l'évolution technologique, sont les équipements et les machines de calcul et de stockage. Et pour chaque moteur, on a donc besoin d'un carburant. Le carburant, c'est la donnée. Alors là où il y a la donnée, on peut parler de l'intelligence artificielle. Et l'originalité et la particularité pour l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut appliquer des algorithmes qui sont déjà déployés dans plusieurs domaines de compétences et adaptés pour un domaine spécifique. Le plus important, c'est de choisir les solutions et les architectures en prenant en considération de la donnée. Est-ce qu'il s'agit d'une donnée d'image médicale ou bien d'un texte ou bien des données audio. Alors, pour l'intelligence artificielle, il y a plusieurs terminologies. Des terminologies qui sont distinctes, mais confondues. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, de réseau de neurones. Et pour l'intelligence artificielle, on peut dire qu'elle a commencé depuis la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40. Et elle a connu une évolution exponentielle à travers les systèmes experts dans les années 70. Alors pour les systèmes experts qui sont basés principalement sur des algorithmes de calcul. Alors on a des inputs qui sont traités via des programmations basées sur des lois de lois mathématiques et physiques pour avoir des outputs. Mais ces algorithmes de calcul ont fait preuve de leurs limites dans plusieurs domaines de compétences, à titre d'exemple, l'imagerie médicale ou bien l'identification faciale. C'est pour cela qu'on est passé des algorithmes de calcul à des algorithmes d'apprentissage qu'on appelle le deep learning. Et le deep learning, la différence entre les algorithmes de deep learning par rapport aux algorithmes de calcul, alors pour les algorithmes de calcul, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des inputs qui sont traités, qui sont plutôt basés sur l'intelligence des programmeurs et des développeurs pour avoir des outputs, mais pour les algorithmes d'apprentissage automatique, alors même les résultats sont pris comme des inputs pour l'apprentissage des machines pour sortir avec des lois et des règles. Même les algorithmes de deep learning, ils ont fait également preuve de leur limite dans plusieurs domaines de compétences. Alors on est passé à une nouvelle étape, c'est le deep learning, ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et pour le deep learning, là où le cerveau fonctionne, le deep learning de l'apprentissage profond peut fonctionner. Alors ça a commencé, ça fait des dizaines d'années, à partir des années 80. Et ça continue à progresser pour sortir avec plusieurs architectures, familles d'architectures, et chaque architecture contient plusieurs sous-architectures qui peuvent être déployées selon le besoin, un besoin spécifique, y compris les besoins médicaux. Alors, à la fin, on peut dire que toutes ces terminologies, toutes ces solutions sont confondues, mais elles relèvent d'une discipline mère qui est l'intelligence artificielle. Alors on peut dire que deep learning, le réseau de neurones, les machine learning, ils sont des disciplines qui relèvent de l'intelligence artificielle avec une évolution technologique en vue des besoins rencontrés. Alors pour l'intelligence artificielle, on peut dire que grâce, on peut le dire, à la pandémie de Covid-19, elle a connu une promotion exponentielle. Selon un centre de réflexion, Geodec, qui a dépêché une équipe d'une centaine d'experts, cette étude qui a révélé que la santé digitale sera la plus touchée par l'évolution de l'intelligence artificielle dans les 5 années à venir, à l'horizon de 2025. Et je pense qu'on est en train de le ressentir dans la 4e année. Alors, la santé digitale bénéficie
d'une grande implication de l'intelligence artificielle. Alors pour l'intelligence artificielle appliquée à la santé, particulièrement, alors les pays qui ont pu développer l'intelligence artificielle sont tous des pays qui ont déjà des bases de données. Comme j'ai dit tout à l'heure, le carburant de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Si on n'a pas de données, on ne peut pas parler d'apprentissage. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un système d'information hospitalier intégré. C'est la première des étapes. La deuxième étape, c'est le dossier médical partagé, qui va nous permettre de stocker les informations des patients selon la classification avec des rapports, qui va nous permettre d'étiqueter les différentes maladies et les différentes pathologies avec les différents médicaments qui sont prescrits. Alors, pour la constitution d'une base de données, et pour la base de données, on a besoin des machines de stockage, des solutions de cybersécurité. Et par la suite, intervient l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est plutôt pour la classification et l'analyse des dites informations. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, reste un outil de décision. Alors, la décision sera prise par les professionnels de soins. Alors, je vais citer quelques applications de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est un défi de temps. Alors, pour l'intelligence artificielle, je vais mentionner quelques domaines de compétences qui ont marqué le domaine médical. Commençons par la réalisation des traitements. Alors, la première application concerne la réalisation des malades, mais surtout médicaments pharmaceutiques. Alors, on sait que le marché de l'industrie des médicaments pharmaceutiques, c'est très cher. Alors, pour s'investir dans ce domaine de compétences, on a besoin d'un minimum de 2,6 milliards d'euros. Et le retour sur l'investissement sera après une décennie, après 10 ans. Alors, le risque est toujours là. Ce qui fait, c'est un domaine qui ne suscite pas l'intérêt des investisseurs. Mais l'intelligence artificielle représente des solutions prometteuses pour tout d'abord réduire le coût et le temps. Alors, on commence par la société Moderna. C'est une start-up américaine qui est spécialisée dans une biotechnologie basée sur l'ARN messager pour l'analyse de l'empilement des protéines. C'est la première société qui a pu mettre en place le premier vaccin testable sur l'homme. Et ça après 6 mois au lieu de 6 ans. Au lieu de 6 ans, on a pu, grâce à l'intelligence artificielle, mettre en place le premier vaccin testable sur l'homme. Il y a un deuxième exemple. Le premier c'est américain, le deuxième c'est chinois, c'est Baidu. Alors comme j'ai dit, pour l'intelligence, on a besoin de données, on a besoin des infrastructures, on a besoin d'une culture qui s'accumule durant des années. Ils ont mis en place un algorithme appelé LineApple pour l'analyse des séquences d'ARN du virus, et il a pu traiter ces séquences en 27 secondes au lieu de 55 minutes. Alors en traitant des millions de virus, on peut épargner des années de travail. Une troisième solution, c'est une solution qui a représenté une révolution technologique, qui a relevé un défi qui date de plus de 50 ans, qui s'est basé sur la cristallographie par rayon X, et qui a pour objectif de faire la restructuration tridimensionnelle des virus, des molécules plutôt, à travers les algorithmes d'intelligence artificielle. Et pour le moment, on peut dire que AlphaFold a mis à la disposition des chercheurs cet algorithme AlphaFold pour analyser toutes les structures du corps humain qui peuvent servir comme guise de trouver des médicaments. D'accord. Et nous, en tant qu'équipe de recherche, venant de la SMSD, la SMSD a plusieurs équipes de recherche, des laboratoires, des équipes de recherche, on a publié un article dans ce sens, que je vous invite à le télécharger, et notre objectif c'est de trouver des molécules qui peuvent inhiber l'interaction des cellules humaines avec le virus.
Alors, l'intelligence artificielle pour le traitement personnalisé. Alors, on peut parler maintenant de la médecine de précision, bien la médecine personnalisée. Alors, dans ce sens, on peut dire que la médecine personnalisée est une discipline nouvelle qui date depuis 2011, je pense, avec sa nouvelle forme, bien sûr, et qui est basée principalement sur l'analyse des données. Elle est particulièrement utilisée dans le domaine de cancérologie, d'oncologie médicale. On peut dire que la médecine de précision dans ce domaine de compétences représente une nouvelle approche thérapeutique basée sur l'interaction des molécules avec son environnement. Et grâce à la donnée qui sont générées par les NGS, New Generation Sequencing, on peut produire plusieurs algorithmes, plusieurs données, des bases de données de milliers de séquences, et grâce également à des outils d'extraction des informations biomédicales où l'intelligence artificielle joue son rôle. Et par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un DPM, un DMP, dossier médical partagé pour numériser l'ensemble de ces données. Et là où vient le vrai rôle de l'intelligence artificielle. C'est pour la classification de toutes ces données, de tous ces rapports qui sont stockés dans des data centers. Et la prise de décision, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un outil d'aide à la décision sera pris par le médecin avec son patient. Alors c'est un peu difficile pour 2 minutes. Alors je vais déborder quelques petites minutes pour... Alors, dans ce cas-là, on peut dire que l'intelligence artificielle, dans le domaine de la médecine de précision, elle a 2 rôles principaux. Le premier, c'est le diagnostic performant, moyennant la classification d'images médicales des tumeurs et des cellules anormales et leur interaction avec leur environnement. Et le deuxième point, c'est le traitement personnalisé en développant des algorithmes, en développant plutôt des nouvelles thérapies, notamment les algorithmes, et trouver des molécules qui serviront comme des médicaments. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif de l'intelligence artificielle dans ce domaine de compétences. Alors, un article qui a été publié par les collaborateurs de notre société savante, c'est un article très important que je vous suggère à lire pour ceux qui sont intéressés au deep learning dans le domaine de la médecine de précision. Alors, l'IA générative est en train de révolutionner le monde médical. On peut dire que l'IA générative est une nouvelle technologie, c'est une nouvelle discipline qui date de 2 ans, 3 ans maintenant, qui atteint un niveau très avancé. On peut dire qu'elle est classée sous 3 axes principaux. Le premier, c'est la génération des données. Comme j'ai dit tout à l'heure, la donnée représente le carbone de l'intelligence artificielle, mais dans des pays en cours de développement comme le Maroc, par exemple, on n'a pas assez de données. On n'a pas encore un SIH, on n'a pas un dossier médical partagé, alors on manque de données. L'IA générative, et même pour les pays qui sont développés et comme avancés plutôt dans ce domaine de compétences, comme des pays européens qui ont des problèmes d'éthique, déontologie, qui ont un problème d'éthique et d'ontologie, alors ils ont du mal à exploiter ces informations. Alors, dans ce sens, l'IA générative peut générer des images, des médicales, en accédant à des plateformes internationales. Le deuxième domaine, c'est la création des modèles de simulation de patients. Alors, on parle de simulation de patients. Alors, on ne va pas créer un patient, mais des données afférentes à des symptômes, des maladies, des médicaments qui sont déjà prescrits et qui sont stockés dans les bases de données. On peut y accéder pour faire des essais cliniques sans nuire à la santé des patients. Et le troisième, c'est l'assistance de conception des molécules en créant plusieurs milliers de molécules qui
servir comme des médicaments en créant cette inhibition entre les cellules humaines et les virus et les spikes. Alors, je vais passer en diagonale notre contribution scientifique que je voulais partager, qui a une relation avec le domaine biomédical, c'est l'analyse d'imagerie médicale. Je peux dire que pour notre travail, il a suivi, on peut dire qu'on a pu suivre ce schéma, ce process. Alors, tout d'abord, on a constitué notre propre base de données en partenariat avec l'hôpital Cheikh Khalifa, qu'on a stocké au CNRSD dans la plateforme HPC. Par la suite, on est passé au choix des architectures de deep learning, d'apprentissage profond de l'intelligence artificielle, et comme quatrième étape, on est passé à l'optimisation des résultats. Alors, les données utilisées sont 6200 images. Alors ça, c'est l'image qui sont stockées dans l'IRM par exemple, ou bien les TTM. On a les informations de TTM. Alors on passe à plusieurs process que je vais passer rapidement puisque le temps s'est écoulé pour extraire la ROI. La ROI, c'est la Regime of Interest. C'est ça ce que le radiologue reçoit à la fin de la radiologie. C'est on fait l'extraction de la raison qui nous intéresse. Et c'est celle-là. Alors par la suite, on passe à la rééchantillonnage pour garder le rapport taille-hauteur de l'image conservée. Et on passe également à une technologie appelée Cloud Visualization pour expliquer d'une manière plus approfondie, plus explicite, comme vous voyez au-dessous à droite de l'image, avec une coloration qui aide le radiologue à identifier, par exemple, les pneumonies ou bien le cancer, ainsi de suite. Et pour le choix d'architecture, on ne va pas réinventer là beaucoup. Alors, ça fait 2 ans, 3 ans, c'était un grand défi. Maintenant, il y a des laboratoires internationaux, chinois surtout, et américains, qui ont déjà travaillé sur ce domaine de compétences. Et le choix de l'architecture était bien défini. On s'est basé sur ces résultats. Alors, il y a des architectures, comme vous voyez pour l'axe classique. Est-ce que c'est dit autant? Alors, pour l'accuracy, pour l'exactitude, on peut atteindre les environs de 99,3,7%. Nous, on est passé par l'optimisation en mettant en place une nouvelle architecture, une architecture qui nous a permis de dépasser les 2 meilleures solutions, c'était VGG 16 et VGG 19. Grâce à cette architecture, on est passé à 1,3% d'exactitude. Quand on parle de 1,3% d'exactitude, ça veut dire soit 1% d'aider un malade à guérir ou bien qui pourrait nuire à sa santé. Et maintenant, la dernière chose que je veux partager avec vous, tous ces outils que je viens de partager sont maintenant remplacés par l'IA générative. Même maintenant, les informaticiens qui ne suivent pas cette évolution technologique et technique risquent de perdre leur métier, non pas seulement les médecins. Alors l'IA maintenant représente bien sûr un risque, mais également une opportunité pour la création de nouveaux métiers. Et je vous remercie pour votre attention.